Donc aujourd'hui, on a répondu à certaines attentes que les établissements de santé nous ont remontées, à savoir comment migrer la messagerie dans Office 365. Au passage, vous avez les différentes thématiques que l'on adresse. Depuis le mois de septembre, une thématique qui a toujours du sens dans le secteur des établissements de santé. Depuis le mois de septembre, donc là on vous publie ici le lien pour revisionner les webinaires sur lesquels vous n'auriez pas pu assister. Donc en l'occurrence, ce webinaire sera mis à disposition sur notre chaîne YouTube Santé. Voilà. Nous allons poursuivre avec l'agenda. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de l'approche plutôt technique, comment migrer sa messagerie dans Office 365. Quand je dis technique, c'est-à-dire que c'est pas un webinaire pour découvrir Office 365. Vous êtes très certainement déjà, pour la plupart, déjà au courant. Vous avez déjà assisté à des présentations, des usages collaboratifs. L'objectif du webinaire, c'est de plutôt comprendre la bonne démarche. Donc, on va d'abord revenir sur les objectifs d'un projet collaboratif au niveau de votre ou vos établissements. Et ce qui est intéressant, c'est quels sont les points d'attention sur ce type de projet. Ensuite, nous aborderons la bonne démarche, la méthodologie projet pour mener à bien des projets de migration au sein de votre établissement ou de votre GHT. Et les deux points complémentaires qu'il est important d'évoquer, c'est quel dispositif d'accompagnement je mets en place pour mes utilisateurs, pour favoriser l'adoption des nouveaux outils et qu'il soit en phase, en tout cas ce dispositif, avec les attentes de la direction, et également quelle gouvernance je mets en place autour d'Office 365. Pour répondre à une question toute simple, c'est pas parce que je migre dans Office 365 que je n'ai plus rien à faire, bien au contraire, et on verra comment je dois mener ça. Et la deuxième partie sera animée donc par Sébastien Vetter d'Enovacom, que je remercie au passage pour sa contribution, et on vous expliquera un petit peu mieux en détail pour quelles raisons on les a intégrés. En l'occurrence, là, vous le voyez sous les yeux, c'est sur le dispositif de sécurisation de la messagerie autour du composant MS Santé, compatible Office 365 notamment. Donc voilà en termes d'agenda, si cela vous convient. Donc pour démarrer le projet, la bonne démarche, c'est revenir rapidement sur les objectifs d'un projet collaboratif. Donc au niveau de votre établissement, vous souhaitez pour la plupart uniformiser vos messageries dans un contexte de GHT notamment, pour pouvoir avoir une messagerie de territoire. Pour d'autres, vous souhaitez profiter de votre accord cadre licence EIH et mettre en place une solution Exchange Online dans Office 365, et en même temps moderniser vos méthodes de travail collaboratif, apporter de nouveaux usages à vos collaborateurs qui puissent profiter à l'ensemble de vos utilisateurs donc sur le territoire au niveau de votre GHT, et faciliter l'accès à la mobilité en termes d'accès aux documents à l'ensemble des professionnels administratifs, mais également aux professionnels de santé, et apporter en tout cas de nouveaux usages et une utilisation plus efficiente, je dirais, des outils. C'est parfois un peu réducteur, mais voilà en tout cas dans les grandes lignes les objectifs que l'on perçoit. Par rapport au projet Office 365, ce qui est important, c'est pour apporter, je dirais, pour adopter la bonne démarche, et on a également certains points d'attention à éviter. Est-ce que Damien, tu pourrais nous exposer dans les grandes lignes les écueils à éviter et les points de vigilance? Tout à fait. Alors, vous voyez sur vos écrans, aujourd'hui c'est pas une liste exhaustive, c'est des points qu'on a ressortis de par notre expérience sur les différents projets, sur des points qui ressortent très très régulièrement.
dans le cadre d'un projet de déploiement d'Office 365 où il faut faire effectivement attention à certains points, d'avoir une disponibilité suffisamment des interlocuteurs pour que le projet se passe de la meilleure des manières. Surtout quand on va embarquer la partie accompagnement des utilisateurs, tous les utilisateurs qu'on va former en premier pour être ambassadeurs ou ainsi de suite, il faut s'assurer qu'ils soient vraiment qu'ils aient une disponibilité suffisante pour pouvoir embarquer correctement. On peut avoir aussi toute une problématique qui peut être liée à des sites géographiques multiples. Oui. Du coup, effectivement, il faut bien synchroniser tout ça. Un gros point qui est important dans la réussite du projet, c'est de ne surtout pas sous-estimer les besoins en accompagnement ou en communication auprès des utilisateurs finaux, puisque c'est eux qui vont, entre guillemets, juger de la réussite d'un projet en adoptant ou pas les différentes technologies que vous aurez mis à leur disposition. Et quand on parle de communication, effectivement, souvent c'est un point qu'on oublie ou qu'on minimise dans un projet, c'est de ne pas hésiter à mettre tout un aspect communication autour du projet avec un branding, avec un nom de projet, ainsi de suite, en communiquant sur le sujet. D'accord, c'est un point sur lequel je reviendrai après l'approche technique. Voilà. Donc il y a toute une partie effectivement, alors là après plus technique, où il faut bien faire attention effectivement quand on parle d'Office 365, si on parle du nouveau pack Office, à avoir un inventaire à jour pour éviter les points d'incompatibilité où j'aurais par exemple un poste qui reste en Windows XP et du coup je ne pourrais pas installer la dernière version du pack Office dessus, des add-ons qui ne seraient pas compatibles avec la dernière version, voilà ce genre de choses. Mais ça n'existe pas, on ne retrouve pas de Windows XP dans les établissements de santé. Il y en a plus. Ni le Windows 2003 Server, il y en a plus. Non. Voilà. On est bien d'accord. Donc de bien faire aussi à dimensionner son équipe support pour les lendemains ou surlendemains de lots de migration, puisqu'on peut faire on préconise nous de faire des migrations pas en une seule fois mais en plusieurs fois, et de faire attention de bien dimensionner ces lots de migration pour pas submerger son service client, puisque même si dans la majorité des cas ça se passe bien, on sait que on est dans le monde de l'IT, une migration, il n'y a jamais 100% de succès, on va avoir quelques pourcents d'échecs, donc il faut bien veiller à ce que le service support puisse absorber ces appels pour minimiser l'insatisfaction des utilisateurs. Il faut aussi s'assurer qu'on a des outils de déploiement qui sont suffisamment fiables et à jour pour pouvoir déployer les nouvelles versions de logiciels qu'on pourrait avoir besoin. Et un point à ne pas négliger, après qui peut être plus ou moins important suivant les workloads Office 365 qu'on va déployer, et qui est la partie réseau. Notamment la partie connexion Internet. Effectivement, Office 365 nécessite plus de consommation de bande passante Internet qu'une messagerie en local, donc c'est un point auquel il faut faire attention, et que potentiellement mettre en place des règles de QoS ou de choses comme ça. Alors même si sur de la partie messagerie, ça se sent pas trop puisqu'on est sur de la communication asynchrone. Donc effectivement, la personne à qui j'ai envoyé un mail ne le sait pas forcément, donc elle l'attend pas. Par contre, du moment où on va commencer sur de la communication synchrone avec du Skype par exemple, ou avec du SharePoint, là les temps de réponse peuvent être un peu plus pénalisants pour l'utilisateur. Donc voilà, on va pas tous les faire à disposition. Il faut aussi bien accompagner les utilisateurs, et puis aussi au niveau de l'IT, bien maîtriser le rythme d'ouverture des nouveaux services, puisque souvent, dans 90% des cas, Office 365 commence par la partie messagerie, mais Office 365 n'est pas que la messagerie, et du coup, si on veut avoir un projet qui se déroule de la meilleure des manières, il faut bien timer l'ouverture des services au niveau des utilisateurs pour pouvoir les accompagner et pas les submerger de nouveautés en une seule fois. Ok. Je fais une petite parenthèse. Tu as parlé, la messagerie est l'un des premières briques qu'on met en place. Alors, en ce moment, oui, depuis la certification HDS, précédemment, donc c'était plutôt sur des usages hors données de santé, sur des usages autour de Skype, SharePoint notamment, qu'on a pu mettre en œuvre dans des CH et CHU. Là, on profitera un peu après on vous fera bénéficier d'un retour d'expérience d'un client du CH Perpignan qui a migré sa messagerie Zimbra vers Exchange Online, où on parlera un petit peu de ces points d'attention. Voilà.
Merci pour le rappel de tous ces éléments qui sont intéressants. Certains font partie justement de notre démarche de validation de prérequis notamment. Donc ce que l'on vous propose maintenant, c'est de vous exposer les grandes lignes, les grandes phases d'un projet de migration de messagerie. Est-ce que Damien, donc tu peux nous expliquer quelle est la bonne démarche à utiliser? Ok. En fait, aujourd'hui, on a mis en place chez Progélis, on a construit toute une approche méthodologique projet autour de tous ces projets Office 365. Alors méthodologie qu'on a affinée au fil du temps. Maintenant, ça fait aujourd'hui tout ce qui est entre guillemets projet de migration Office 365. On a plusieurs années de recul. Donc aujourd'hui, on a cette méthodologie qui est en 6 phases. Il y a des phases qui vont vous sembler logiques et naturelles qu'on va retrouver dans tous les projets. C'est aussi normal. Donc une phase d'initialisation qui est à ne pas négliger, puisque souvent ça permet d'éviter des écueils par la suite et de gagner du temps. Donc là dans cette phase, on va vraiment définir toutes les différents acteurs, les différents timings, les différents jalons qu'on valide. Si je vous prends un exemple, voilà, on va définir quel est le périmètre du pilote qui est intégré dedans, les phases de communication. Si on fait de la communication autour du projet, qu'est-ce que je communique et comment je communique et à quelle date, à N-10 ou un mois avant, je commence à communiquer et ainsi de suite. Toutes ces phases-là et de mise en place des interconnexions techniques et ainsi de suite. Toutes ces phases, les phases suivantes sont définies dans cette phase d'initialisation. Donc on a une phase 2 qui est là toute la partie étude de l'existant et définition de l'architecture cible, qui est une phase elle aussi très très importante qui va nous permettre d'analyser le ou les environnements existants au sein du GHT, pour pouvoir mettre en place l'architecture de migration et les composants cibles de Office 365 pour pouvoir avoir une phase d'implémentation qui se passe sans problème. Ça, ce point est très important, notamment dans certains projets, on s'est rendu compte d'un niveau de l'Active Directory, notamment pas totalement opérationnel, avec certaines mises en conformité, notamment lorsqu'on a traité des projets de migration Lotus vers Exchange. Où le Lotus s'appuie sur sa propre base d'annuaire, où là il y a un certain nombre de prérequis à respecter. Et souvent c'est des petits points, mais qui sont entre guillemets en termes de périmètre ou global, mais qui sont extrêmement pénalisants, voire bloquants pour la suite du projet. Donc il faut vraiment effectivement ne pas négliger cette phase d'étude de l'existant et d'être très rigoureux dans son déroulé. D'accord. Alors du coup, ça me donne l'occasion juste à ce moment-là de faire une petite parenthèse pour répondre à la question de Monsieur Cazot. Comment gérez-vous la partie annuaire, notamment pour les N membres, X membres d'un GHT? Donc je l'ai remis en commentaire, ça faisait justement l'objet d'un webinaire organisé au mois de septembre sur la gestion des identités dans le cadre d'environnement d'établissement qui disposent chacun de leur propre annuaire, des niveaux différents d'annuaires. Il y a une réflexion à avoir en termes d'architecture. Est-ce que je travaille sur un projet de consolidation des annuaires? Est-ce que je mets en place des outils de gestion des identités, ou alors ce que je mets en place, par exemple, une architecture AD Connect connectée à chaque AD de mon établissement, de mes établissements, X établissements, dans un annuaire après commun de GHT au niveau de mon tenant de GHT. Pour répondre de manière un petit peu plus technique sur le sujet, effectivement, c'est qu'aujourd'hui on a plein de solutions. Il faut savoir que dans l'architecture cible, quand on parle d'architecture cible et d'implémentation de la plateforme, effectivement, on met pas en place de plateforme Exchange ou SharePoint puisque c'est du online, mais on a justement cette partie d'architecture de synchronisation d'annuaires et on a Microsoft, comment on met en place l'outil Microsoft qui s'appelle Azure AD Connect, qui va permettre de synchroniser un ou n annuaires dans le même tenant Office 365 pour pouvoir avoir les identités de tout un GHT, même si j'ai 14 Active Directory différents, je suis capable de les synchroniser tous dans le même annuaire Azure Active Directory dans mon tenant Office 365. Exactement. Donc ça fait partie en général de notre phase d'étude 2.
d'étude de l'existant et de l'architecture cible Voilà. concernant les... On va étudier combien il y a d'Active Directory, quels sont les prérequis techniques. Donc, à la partie effectivement synchronisation des identités des différents Active Directory dans le compte Office 365, oui, c'est une phase préalable à la migration de la messagerie, puisque il vous faut forcément ces identités pour pouvoir migrer la messagerie derrière. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Alors, c'est des questions intéressantes qu'on n'a pas prévu d'aborder aujourd'hui, mais on pourra causer un petit peu d'architecture et quels sont le ou les scénarios d'architecture en termes de gestion des identités dans le cadre d'un projet collaboratif de GHT. Monsieur Cazot, je pourrais revenir vers vous si vous voulez prévoir un échange sur ce sujet-là, et je vous repartagerai éventuellement le lien également sur la présentation de tous ces scénarios-là que l'on a fait au mois de septembre, qui est assez détaillé. Donc pour continuer sur le sujet, donc une fois qu'on a fait l'analyse existante, les définitions de l'architecture cible, on peut procéder à l'implémentation. Donc, de justement cette fameuse synchronisation des identités, de l'éventuel outil qui va permettre la migration, puisque autant une migration d'un serveur Exchange sur site vers Office 365 se fait nativement avec l'outil, quand on parle d'une messagerie autre, qui soit Lotus Notes ou Zimbra, on est obligé de passer par un outil tiers, qui va migrer ces messageries vers Office 365. Donc là aussi, il y a toute la partie implémentation de ces plateformes, toute la partie aussi organisation de la partie Office 365, que ce soit Exchange, SharePoint, et ainsi de suite, comment on va le découper, comment on va l'architecturer. La phase 4, qui est là la partie pilote, donc avec un périmètre qui est défini pendant la phase d'initialisation pour être sûr d'avoir le bon périmètre et les bons acteurs. Et par exemple, ne pas se retrouver juste avec un pilote qui va concerner que les utilisateurs de l'IT, puisque du coup, ça donne pas un pilote vraiment réel. Une fois qu'on a fait ce pilote dans cette phase-là, on va faire une recette pour valider que tout ce qu'on a mis en place dans la phase 3 et tout ce qu'on a défini dans la phase 1 a été fait. Et derrière, on va passer à la partie support au déploiement de masse, où effectivement, dans beaucoup de projets, Progelis reste en accompagnement et au support au déploiement de masse, et le déploiement de masse, lui, est fait par les équipes IT du client. Alors après, ça peut arriver dans quelques cas où on nous demande aussi de faire ce déploiement de masse. Voilà, c'est possible aussi. Et la dernière phase, qui est la phase qui commence une fois que le projet est fini, c'est la phase de garantie du projet et la phase de support pour le quotidien de post-projet. Donc aujourd'hui, là, je vous ai mis un petit slide rapidement pour pour vous expliquer ce qu'on utilise quand on doit migrer, que effectivement de Exchange vers Office 365, on sait le faire nativement, et ensuite pour le reste, on sait le faire avec un autre outil qui va nous permettre de migrer de quasiment toutes les sources possibles aujourd'hui qu'on trouve sur le marché vers la partie Office 365. Et qui va nous permettre de faire ça dans le temps avec des zones de synchro et ainsi de suite. Et pour quelle raison on prend cet outil? Ça permet de récupérer quoi? Ça permet en fait de récupérer tout le contenu de la boîte mail de l'utilisateur, mais aussi ses calendriers, mais aussi ses contacts qu'il aurait fait. S'il avait un système de messagerie qui gérait les tâches aussi, ça permet de récupérer ces tâches-là. Ok, donc ça c'est un outil qu'on utilise pour migrer des messageries autres que Microsoft, de type Zimbra, Lotus et toute la liste qu'on peut voir au-dessus, d'accord, pour les migrer dans un environnement Exchange Online. Tout à fait. Ok. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour sur l'approche technique, la méthodologie projet, les différentes phases de projet. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va poursuivre avec un point important au niveau de l'accompagnement au changement. Pour ceux qui me connaissent, je peux paraître parfois insistant là-dessus, mais dans les points d'attention, on l'a bien noté. L'accompagnement au changement de vos utilisateurs est un élément indispensable
dans le cadre d'un projet collaboratif. Si on passe d'une messagerie Exchange vers Exchange Online avec de l'Outlook et on fait une montée de version, on est d'accord, il n'y a pas trop d'accompagnement, changement à faire. Par contre, dès lors que vous mettez en place de nouveaux outils, avec de nouveaux usages autour de la visioconférence, autour du partage documentaire, du travail en équipe, autour de Teams, autour de OneDrive, il faut accompagner vos utilisateurs et c'est notre rôle effectivement d'accompagner nos clients établissements de santé dans cette approche, avec différentes phases qu'on va pas forcément dérouler en détail, mais une phase de cadrage en tout cas du périmètre par rapport aux usages, définir les bons profils d'utilisateurs, les cibles, les attentes en termes de services collaboratifs et en l'occurrence de parcours métiers. Quels sont les parcours métiers que vous souhaitez mettre en place pour positionner ensuite le bon dispositif d'accompagnement, que ce soit des formations de vos utilisateurs, des formations de référents, dispositifs de formation au travers de supports pédagogiques, des guides pratiques pour certains usages, des vidéos présentant un scénario métier, mais aussi toute la communication sur le projet, aux étapes initiales sur le projet avec les perspectives du projet, quel est l'objectif du projet, les moyens, les solutions qui seront mises en place. C'est donc véritable levier pour accompagner vos utilisateurs et favoriser l'adoption des bons outils par rapport aux attentes des métiers. Donc cette partie-là représente parfois 50% d'un projet collaboratif. Activer du OneDrive, du Teams, ça peut être très très simple techniquement. Par contre, il faut savoir les utiliser de la bonne manière. Le deuxième point que l'on souhaitait aborder avec vous, c'est la gouvernance Office 365. C'est pour répondre à certaines questions. En gros, on se dit, tiens, je suis tranquille, je vais dans Office 365. C'est faux. C'est pas parce que on va dans Office 365 qu'on n'a plus rien à faire. Il faut déterminer en tout cas un RACI qui fait quoi, comment sont traitées les demandes de services, les demandes de nouveaux sites, d'un nouvel usage, les demandes d'activation de licence, quelles sont les règles de sécurité liées à Office 365 et comment se gère en tout cas mon nouvel environnement 365. Est-ce que Damien, tu peux nous exposer un peu pourquoi dans les grandes lignes, comment se fait cette gouvernance? Oui, après, si on prend la première ligne, effectivement, Office 365 permet d'externaliser son infrastructure, mais effectivement, c'est pas parce que j'ai externalisé mon infrastructure que je n'ai plus rien à faire. Le gros avantage d'externaliser ces services dans Office 365, c'est que ça me permet de me débarrasser de mes tâches fastidieuses qui sont les montées de version, de passer les patchs. Et effectivement, c'est pas super intéressant que de regarder une barre de pourcentage avancée pour appliquer les patchs, sachant qu'en plus, si on veut éviter les coupures, les interruptions de service, faut le faire en horaire décalé, ainsi de suite. Donc je vais pouvoir libérer du temps sur toutes ces tâches fastidieuses pour faire des tâches un peu plus intéressantes. Et par contre, effectivement, dans Office 365, il me reste quand même de la gestion à faire. Pour ceux qui connaissent un petit peu, qui sont allés sur la console, comment vous avez pu vous rendre compte que sur les parties administration, il y a quand même pas mal de menus divers et variés. Donc j'ai quand même des choses à faire, effectivement. En termes d'organisation de si je prends l'exemple de la messagerie, de mes listes de distribution, de mes groupes, de mes ressources, de mes boîtes aux lettres, ainsi de suite. Et qu'effectivement, il faut bien définir, surtout dans le cas d'équipes un peu étendues et avec plusieurs personnes qui interagissent sur les choses, qui traite les demandes, qui fait quelle action d'administration, quelles règles j'ai définies. Et puis derrière, qui s'occupe de toute la partie attribution de licence,
facturation ou refacturation, parce que dans le cadre d'un GHT, on peut avoir des systèmes de refacturation de licences, parce que c'est une entité qui a contractualisé pour tout le monde dans le même tenant et qui refacture les autres. Enfin, tous ces genres de... La semaine dernière, j'étais dans un établissement de santé de la région qui n'est pas établissement de support. La responsable informatique me demandait comment je fais. Est-ce que j'ai la possibilité d'administrer mes utilisateurs et notamment mon espace collaboratif alors que je suis pas administrateur du tenant. Alors ça va c'est une possibilité. Ça va aussi dépendre des services. Si je prends Exchange dans le cadre d'un GHT, tout le monde va être entre guillemets dans la même organisation Exchange. Donc là, la personne qui va être administrateur Exchange administrera tout l'Exchange de tous les établissements de santé. Par contre, si on prend l'exemple, par exemple, d'un SharePoint, comme on peut découper ça sur SharePoint, je peux être administrateur que de mon environnement SharePoint ou de ma zone SharePoint à moi. Tu es devin, parce que le projet concernait un environnement SharePoint. Voilà. Qui souhaitait des collections de sites, notamment dédiées à leur établissement. Sachant que je peux du coup être administrateur sur la partie SharePoint sans être administrateur sur la partie Office 365. Et après, j'ai plein de niveaux, de rôles que je peux attribuer aux gens pour le dire, bah voilà, cette personne-là, elle a le droit, par exemple, de ne gérer que la partie licence, affectation ou suppression des licences à un utilisateur, ou activation, désactivation des rôles. Cette personne-là ne va pouvoir agir que sur la partie utilisateur en termes de reset des mots de passe. Cette personne-là ne sera que administrateur Exchange. Cette personne-là ne sera que administrateur Skype. J'ai plein de niveaux. Donc, ce qui est important, c'est de définir dans ce projet les rôles de chacun, qui fait quoi pour définir une matrice de sécurité, pour éviter que au bout de quelques mois, on se retrouve avec 40 personnes qui sont administratrices globales de la plateforme, et quand il y a du coup quelque chose d'aller partir à la pêche aux infos pour savoir qui a fait quoi. D'accord. Donc c'est ce que tu mets derrière le mot gouvernance Office 365. Tout à fait. Ok. Ensemble des stratégies, rôles, responsabilités et les processus à suivre, qui fait quoi, comment, dans quel ordre, et comment sont tracées aussi toutes ces actions, et comment je peux récupérer entre guillemets les logs des actions en cas de souci pour savoir qui a fait une manipulation, pour aller voir avec lui quels pourraient être les impacts. D'accord. Donc effectivement, dans la zone dans la partie gouvernance, effectivement, on a plusieurs grandes parties qu'on organise par processus. Donc on a une partie effectivement gestion de l'administratif du tenant, pour savoir effectivement toute la partie, par exemple, attribution des licences, définition des groupes, quels services sont activés, pas activés, ce genre de choses. Toute la partie gestion du support, effectivement, quel droit je donne sur le tenant Office 365 et l'ensemble des services à mes équipes support. Toute la partie de la gestion de la sécurité, au niveau des droits là. Toute la partie exploitation, parce que tout à l'heure je parlais qu'effectivement il y avait presque plus d'exploitation. Effectivement, on fait disparaître 90% de l'exploitation, voire 95% en passant sur Office 365, mais il y en reste un tout petit peu à faire. Donc qui s'en occupe, avec quel droit et comment, et de définir aussi toute la partie catalogue de services que je vais pouvoir ouvrir tout ou partie du catalogue de Office 365. Donc comment je le définis, quels sont les acteurs, à quel rythme, et ainsi de suite. Par rapport à ça, par exemple, je suis chef de projet dans un établissement de santé, je souhaite mettre en place un Teams. Voilà. Quel est le processus? Voilà. Est-ce que j'ai le droit de le créer? Un canal de distribution. Ça, voilà. Est-ce que j'ai le droit de le créer moi de manière autonome? Est-ce que je dois passer par l'approbation de quelqu'un? Est-ce que j'ai un workflow automatique? Enfin, c'est toutes des choses qui se définissent là-dedans. Et puis qui va avec, du coup, juste le champ d'après, la gestion des changements, parce que qui dit nouveau service, il faut aussi gérer le changement de ces nouveaux services. Et puis la partie non négligeable de effectivement gestion de la facturation, parce que quand j'affecte une licence, cette licence a un coût, donc il faut que je puisse pouvoir tracer tout ça. Donc il faut que j'ai prévu tous les process pour gérer toute cette partie-là. Ok, parfait. C'est clair et je t'en remercie. On va enchaîner, et pour essayer de respecter le timing, je vais prendre 5 petites minutes avant de laisser la main à Sébastien Vetter pour la partie MS Santé, pour faire un retour d'expérience du CH de Perpignan qui a été réalisé à l'occasion du salon HIT l'année dernière à Paris au mois de mai, où l'USI du GHT Wilfried Rigal est revenu sur son projet de migration réalisé au mois de mars l'année dernière, sur son projet de migration de messagerie Zimbra vers Exchange Online, Office 365.
À cette époque-là, Microsoft et Office 365 n'avaient pas encore l'agrément HDS. Donc vous allez me dire pourquoi ils ont migré leur messagerie. Il se trouve que le directeur général de l'établissement a très clairement annoncé à l'ensemble en tout cas des services, notamment de soins, qu'il s'agissait avant tout d'une messagerie administrative et donc hors données de santé. Voilà. Donc l'établissement, en tout cas le GHT, c'est 6 établissements, 4000 utilisateurs. Le challenge était de pouvoir reprendre tous les historiques des mails et des contacts. Ça répond aux questions qu'on a eues tout à l'heure, aux points soulevés sur notamment l'outil de récupération des données. Donc, de manière très très synthétique, pour vous exposer un peu ce que l'on a réalisé comme projet, là il s'agissait avant tout de migrer la messagerie donc Zimbra vers Office 365 avec une approche technique, mais aussi un dispositif d'accompagnement au changement assez clair et en réponse aux enjeux du projet. Donc le projet s'est déroulé en respectant les différentes phases que tu nous as exposées, Damien, avec la première étude de l'existant, étude de l'architecture, et d'études de reprise de l'existant par rapport aux données de messagerie de Zimbra, par rapport à la mise en conformité de l'annuaire, de leur annuaire. On a mis en place la plateforme Office 365, accompagné le client dans la bonne démarche de récupération avec des procédures de migration, de récupération d'existants, puisqu'on a mis en place également une solution, un outil Transan pour la récupération des données de messagerie, de contacts, d'archives. Et là, pour le coup, le projet a été réalisé conjointement avec les équipes IT du client, plutôt en mode Bing Bang. Il se trouve sur ce projet-là. C'était réalisé sur un week-end. Et pour ce faire, on a mis un dispositif d'accompagnement des utilisateurs assez adapté par rapport à ces différentes contraintes. En termes de formation, à la fois des équipes IT, du support, formation des utilisateurs avec des guides pratiques fournis à l'ensemble des utilisateurs. Donc projet de migration sur un périmètre au global de 2200 utilisateurs, avec des composants Azure AD Connect pour répondre à votre question, Monsieur Cazot, de tout à l'heure sur la gestion des identités, mise en place d'Exchange Online et Transan. Voilà de manière synthétique le retour d'expérience. Est-ce que on peut passer rapidement sur en 3 mots les bénéfices, Damien? Donc oui, effectivement, qui dit projet, le but du jeu c'est d'en avoir quelques bénéfices. Hein. Donc effectivement, ça permet de manière assez entre guillemets simple de se retrouver avec un annuaire centralisé et collaboré et consolidé de tous les établissements au niveau du même système de messagerie, du même système de messagerie instantanée, et ainsi de suite, pour entamer la collaboration entre les établissements. Du coup, on maîtrise mieux effectivement ces identités utilisateurs dans la messagerie, dans les listes de distribution, dans tout ce qu'on pourrait retrouver. On sécurise le système parce que effectivement, on parle de cloud et ainsi de suite, mais on se retrouve sur une messagerie qui est quand même ultra sécurisée par Microsoft, qui est de base, tous les composants sont en haute disponibilité. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui chez tout le monde d'avoir des systèmes de messagerie ou de collaboration en haute disponibilité. On n'a plus de soucis de gestion du stockage et de coût du stockage ou de quotas qu'on pourrait imposer, puisque aujourd'hui sur Exchange Online, on va avoir des quotas de boîte aux lettres qui sont de 50 ou 100 gigas en fonction des licences. Et puis on a derrière en général une très bonne adoption des utilisateurs du fait de certains points. Par exemple, du coup, l'utilisateur il se retrouve un peu soulagé de plus avoir de quota sur sa boîte aux lettres ou alors d'avoir un quota très très élevé. Parfait, je te remercie. Et après, c'était juste revenir sur les perspectives. Le projet était de migrer la messagerie de l'établissement de Perpignan, mettre en place une gestion des identités pour l'ensemble du GHT. Les prochaines étapes sont de migrer les messageries également au niveau de l'ensemble du GHT et aussi de déployer de nouveaux usages collaboratifs au niveau des utilisateurs, donc dans Office 365.
Je remercie donc l'établissement donc de Saint-Martin pour cette belle transition. Comment je vais pouvoir sécuriser mes données de santé avec le composant MS Santé? Donc c'est ce que nous allons tenter de répondre avec Sébastien. Sébastien, en principe, tu as la main pour reprendre la présentation? Ouais, alors je reprends le partage d'écran. Exactement. Vous voyez bien mon écran? Hop. Pas encore. Ça y est. Il arrive, c'est parfait. Et donc je note, je vais te laisser démarrer, mais en même temps je réponds à la question auquel tu vas répondre très prochainement. Donc nous avons un connecteur MS Santé connecté à notre GCS. Je vais vous demander de préciser si c'est bien un connecteur MS Santé sur un environnement Exchange on-premise. A priori oui. Et la question, qu'adviendra-t-il de ce connecteur suite à la migration vers Office 365? Voilà. Donc Sébastien, la parole est à toi pour présenter rapidement Innovacom. En préambule, ce qu'il est important de noter et rappeler à tous, c'est pour les établissements qui ont fait le choix de sécuriser leur messagerie avec les solutions MS Santé, il y a plusieurs solutions actuellement sur le marché, dont la solution des Innovacom que vous connaissez historiquement sur la partie on-premise. Il se trouve que Innovacom a développé des solutions compatibles Office 365 que l'on vous propose donc de découvrir au travers de cette présentation et qu'il faut considérer dans vos projets de migration de messagerie. Voilà. Super. Merci Jérôme, merci Damien, merci de m'avoir permis de participer à ce webinaire aussi. Rapidement, je voulais représenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas, la société Innovacom. Donc société Innovacom, c'est plus de 15 ans d'expérience maintenant, puisque c'est une société qui a été créée en 2002 avec une orientation 100% santé. Avec deux gros domaines de compétences qui sont l'interopérabilité et la sécurité, pour pouvoir faciliter l'échange et le partage de données en fait dans le secteur de la santé. On est aujourd'hui à plus de 150 collaborateurs, principalement situés à Marseille, pour 85% en fait des ressources, et on a aussi des bureaux à Londres, au Canada, Toronto et Montréal, et également à Paris, pour répondre aux besoins en fait aujourd'hui de plus de 1500 clients. 1500 clients qui sont dans des structures assez différentes, puisqu'on a des hôpitaux, on a des CH, on a des CHU, on a des GCS, on travaille aussi beaucoup avec l'EFS, et beaucoup aussi avec les groupements de cliniques privées. Voilà, c'était pour la présentation d'Innovacom. Actualité quand même depuis l'année dernière, Innovacom est une filiale du groupe Orange. Voilà, rapidement, rappel sur Innovacom Secure Messaging. Donc c'est notre proxy de sécurisation de messagerie qui fonctionnait aujourd'hui on-premise, avec un schéma global qui ressemble un petit peu à ça, très très schématisé. Donc c'est un proxy de messagerie qui se mettait en frontal du serveur de messagerie des établissements. Il permettait en fait de récupérer les flux SMTP, que ce soit des serveurs de messagerie internes ou des serveurs de messagerie des correspondants, pour analyser en fait tous les attributs des messages et centraliser les fonctions de sécurisation. Donc à partir des différents attributs des messages, il savait s'il fallait sécuriser le mail, soit en S-MIME, soit en AppyCrypt, et depuis quelques années en MS Santé. Donc on a toutes les fonctionnalités aussi de gestion des balles sécurisées. Gestion des balles sécurisées, ça veut dire création des comptes, gestion des certificats, etc. Et toute la gestion des règles également qu'on peut mettre sur les différents attributs des messages, que ce soit le contenu, les correspondants, les domaines, etc. L'interopérabilité avec les solutions existantes. Donc je parlais S-MIME, AppyCrypt, MS Santé. On peut faire passer aussi les messages en clair par le proxy, et puis toutes les fonctionnalités de supervision, d'audit
et traçabilité qui sont intégrés à Innovacom Secure Messaging et s'intégrant également dans une architecture haute disponibilité. C'est Damien tout à l'heure qui parlait de l'architecture en fait Office 365 qui répond à cette problématique. Innovacom Secure Messaging peut également s'intégrer sur cette architecture en dupliquant tout simplement les instances de Secure Messaging. Voilà une cinématique simple du fonctionnement d'Innovacom Secure Messaging on-premise. C'était l'utilisateur avait son client lourd directement sur son poste de travail. Il avait la possibilité de rechercher ses correspondants directement sur le proxy d'annuaire qui était mis à disposition dans notre proxy. Ensuite, son message était envoyé, passé par le serveur de messagerie naturellement, et c'est un flux SMTP qui était envoyé directement au proxy, à Innovacom Secure Messaging, qui lui se chargeait, grâce à son moteur de règles, d'analyser en fait les différents attributs du message pour les orienter soit vers du SMTP classique, que ça soit sécurisé ou non, car dans le SMTP classique, on avait aussi le SMIME et la PCrypt, soit pour faire monter un tunnel TLS, pour faire ici ce qu'on a appelé vulgairement du SMTP-S, pour envoyer vers l'espace de confiance MS Santé. Donc voilà le principe de fonctionnement de base d'Innovacom Secure Messaging, avec malgré tout quelques difficultés qu'on pouvait rencontrer on-premise. Et quelques difficultés notamment dès qu'on parlait de mutualisation en fait de la brique de messagerie au sein des différents regroupements qu'on pouvait voir, soit dans les GHT, soit dans les groupements de cliniques privés également, notamment depuis l'apparition des exigences réglementaires sur la partie hébergeur de données de santé. Donc là, ça devenait un vrai casse-tête. Je vais vous montrer après quelques schémas qui nous ont bien fait réfléchir, qui nous ont fait échanger également avec la ZIP, et qui nous ont qui ont été résolus, après vous verrez comment, avec Office 365. Donc la gestion des accès extérieurs aussi extrêmement difficile, de par les exigences en termes d'authentification, en termes de mobilité, avec ce qui existait en plus avec la messagerie en clair présent dans les établissements, où il y a déjà tout un paquet d'utilisateurs qui avaient accès à leur messagerie et qui n'étaient pas forcément professionnels de santé, directement sur leur smartphone. Et puis les choix d'architecture qui étaient parfois des vrais casse-têtes, avec où je le positionne par rapport à l'anti-spam, etc. Donc à dessiner des dossiers d'architecture technique des fois très complexes et des fois très casse-têtes. Voilà, j'en passe, il y avait beaucoup d'autres difficultés, mais voilà un petit peu les principales. Donc, si je reviens sur les difficultés de mutualisation GHT, on avait des schémas qui étaient simples, j'ai 3 établissements de santé, par exemple, on va dire qu'ils sont dans le même GHT, avec un établissement support au milieu, et puis des établissements autour qui sont de tailles différentes, avec la plupart du temps un service de messagerie déjà existant, en fait, dans ces différents établissements de santé. Derrière ça, on a la plupart des établissements support d'ailleurs, qui s'étaient lancés dans la démarche opérateur MS Santé, qui avaient déjà, pour beaucoup d'entre eux, Innovacom Secure Messaging, mais ils n'étaient pas tout seuls. Donc, ils savaient déjà faire la MS Santé, et il y avait d'autres établissements qui étaient aussi opérateurs, qui avaient eux-mêmes un Innovacom Secure Messaging ou d'autres solutions leur permettant de faire de la MS Santé. Face à ces architectures-là, quand il y a eu les démarches GHT de mutualisation, le schéma simple qui arrivait pour aller très vite, c'était de se dire, après tout, on va juste garder une seule brique proxy, connecteur MS Santé, ici Innovacom Secure Messaging, sur lequel on va centraliser en fait toutes les fonctions pour le GHT, de récupération en fait des différents serveurs de messagerie existants dans chacun des établissements pour gérer cette partie compatibilité MS Santé. Ça, on s'est posé la question tout de suite, est-ce que c'était bien conforme? Et après quelques échanges avec la ZIP, c'était pas si conforme que ça, et il nous a même été dit que effectivement on pouvait pas centraliser juste la partie proxy et puis garder le service de messagerie, le serveur de messagerie dans chacun des établissements d'entités en fait différentes sur lesquelles
l'opérateur de messagerie lui-même avait pas forcément la main et pouvait pas garantir en fait les exigences qu'il avait signées dans le contrat opérateur MS Santé. Donc, scénario 2, on s'est dit, il y a quelque chose de très simple, c'est après tout, on supprime les serveurs de messagerie qui sont dans chacun des établissements autour, on garde l'établissement support, et puis il devient opérateur de messagerie pour tous les autres établissements. Donc ça, forcément, c'était possible à une condition, c'était que l'établissement support soit HDS, pour pouvoir faire passer les données des autres établissements au sein de son serveur de messagerie et du proxy. Ça, établissement HDS, vous voyez ce que ça voulait dire à l'époque de l'agrément. La certification a un petit peu simplifié ces démarches, mais faut-il encore avoir quand même toute la partie ISO 27001, etc. Donc pour un établissement classique, c'est pas très accessible. Donc avec Office 365, tout ça, ça s'est simplifié. Ça s'est simplifié pourquoi? Parce que ce service de messagerie schématise comme ça, c'est qu'au final, dans l'environnement Microsoft qui est maintenant HDS, on peut avoir directement le tenant Office 365 avec tous les domaines qui sont regroupés sur ce tenant. Donc, tout le service de messagerie qui va pouvoir être centralisé sur cette partie-là, avec les fameuses administrations déléguées dont parlait Damien tout à l'heure, avec les différentes granularités possibles. Et on va pouvoir avoir ce service de messagerie qui va passer comme ça dans Office 365. On s'est dit super, et on parle depuis quelques temps bien sûr avec Microsoft et avec Progelis, sur les possibilités d'intégrer en fait la compatibilité MS Santé avec Office 365. Et au final, ça a été assez simple, puisqu'il nous a suffi, alors oui, il y avait ce fameux domaine GHT aussi impossible qu'on revoit sur les établissements, et qui va nous permettre en fait de poser cette brique Enovacom Secure Messaging dans un environnement HDS, avec tous les domaines MS Santé qu'on va pouvoir intégrer directement sur le proxy, et les ponts que vous voyez schématisés par les flèches entre Office 365 et Enovacom Secure Messaging. Donc là, il y a eu quelques développements de fait quand même pour que ces deux briques puissent communiquer entre elles et s'authentifier mutuellement entre elles. Et qui va, cet Enovacom Secure Messaging, permettre tout simplement à tout utilisateur ayant une base sur Office 365 de communiquer avec la MS Santé. Donc, comme ça paraît assez simple. Le fonctionnement avec Office 365 pour l'utilisateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nativement, avec toutes les applications qui vont être déployées soit sur son smartphone, soit sur son client lourd, soit même en webmail, cet utilisateur il va pouvoir accéder à son environnement Office 365, à ses applications et notamment à son application Outlook, avec une authentification forte, donc qui va pouvoir être paramétrable, avec des délais qui sont paramétrables jusqu'à 14 jours, en fait, pour l'authentification forte, et qui va, je vous montrerai tout à l'heure un exemple de cinématique d'authentification, qui va permettre simplement à l'utilisateur de s'authentifier, en fait, sur son tenant Office 365, et d'envoyer des messages, parce que dans son carnet d'adresses, il aura les destinataires MS Santé qui seront intégrés directement à ses correspondants MS Santé. Voilà. En fait, Sébastien, oui. Je fais une petite parenthèse. Donc, bon, il nous reste 5 minutes, on va dire, pour terminer. En même temps, donc là, sur cette slide, tu as répondu à la question, je pense, de Monsieur Kittler sur le fonctionnement par rapport au fonctionnement OWA, donc en mode webmail plus la mobilité avec les smartphones sur le composant MS Santé Office 365. Une autre question de Monsieur Cazot sur la partie certification HDS. Donc, on dispose ainsi d'un environnement certifié HDS dans la mesure où le proxy d'Enovacom est hébergé dans Azure France certifié HDS ou alors tout autre hébergeur agréé données de santé potentiellement. C'est bien ça? Oui, on n'a pas de souci avec ça. Là, c'est juste les flèches qui sont schématisées entre Office 365 et Enovacom Secure Messaging. C'est du paramétrage qu'il y a à faire sur chacune des briques.
qu'on peut reporter dans un autre environnement HDS, tout à fait. D'accord. Et là, si on considère donc Microsoft, par exemple, sur le lieu sur l'hébergement du service, donc MS Santé et Novacom, c'est bien ce type. Donc, c'est Microsoft qui porte le périmètre des Novacom en responsabilité sur la partie HDS. Tout à fait, tout à fait. Et ça, alors je vais l'expliquer plus tard, mais en fait, c'est dans la souscription de l'établissement, qui va pouvoir lui-même déployer son Innovacom Secure Messaging au sein de l'environnement HDS Microsoft. Parfait. Tout à fait. Parfait, merci. Je te laisse poursuivre. J'essaie d'aller très vite parce qu'il me reste peu de temps. Juste, voilà les différents choix d'intégration qu'on peut faire. On a vu les différents besoins déjà en on-premise qui sont manifestés. On les retrouve ici avec les premiers dossiers Office 365 MS Santé qu'on croise. Soit les utilisateurs ils souhaitent avoir une balle unique pour tous les mails. Et là, on peut quand même différencier en fait les mails MS Santé qui vont arriver. Je vous montrerai comment vite fait après si j'ai le temps de me connecter à Office 365. Soit l'utilisateur il souhaite avoir deux balles bien différenciées, une balle MS Santé exclusive dans laquelle il y aura que des mails MS Santé qui arriveront et une balle en clair. Et puis bien sûr, on peut proposer tous les types de balles, que ce soit des balles personnelles, des balles organisationnelles ou encore des balles applicatives. Voilà les différents choix d'intégration. Quelques écrans de paramétrage, je passe vite fait là-dessus. C'est juste pour dire, voilà, il y a une IHM dans Innovacom Secure Messaging qui va pouvoir permettre de paramétrer les différents domaines MS Santé ici, que je vais déclarer tout simplement dans l'IHM, avec le finesse associé, finesse géographique et juridique que je vais pouvoir déclarer ici. Donc, le proxy est déjà préparé pour gérer cette partie multidomaine MS Santé qu'on va intégrer directement. Et puis l'interface, l'IHM ici, de création des comptes MS Santé, qui va nous permettre directement de publier dans l'annuaire national MS Santé les comptes pour qu'ils soient publiés derrière sur cet annuaire national. Donc ça, on pourra le faire aussi avec des web services et automatiser en fait ces publications de comptes, pourquoi pas, à partir des comptes Office 365 qui sont dans un groupe préparamétré. Les étapes pour migrer, alors on a des prérequis. Il faut quand même que l'établissement effectivement ait un abonnement Office 365. Il faut que l'hébergement se fasse sur les data centers français, aujourd'hui exclusivement français. Je crois que ça va s'élargir un petit peu là au fil des prochains mois. Si tu parles d'Azure, si on parle d'Azure. D'Azure, non mais d'Azure et d'Office 35. Et d'Office. L'agrément de données de santé, Microsoft est en train de travailler dessus pour qu'il soit élargi à tous les data centers européens de Microsoft. Mais en l'occurrence aujourd'hui, les data centers France uniquement disposent de la certification HDS. C'est ça, c'est bien ça. Ok. Et donc, il nous faut aussi un proxy hébergé en HDS, donc par exemple Azure aussi, dans la souscription du client, et le client doit être opérateur MS Santé. Ok, les étapes de migration, c'est la souscription Office 365 et Azure si nécessaire, l'installation ou la migration des Novacom Secure Messaging. Je dis ou la migration parce qu'il y a déjà des opérateurs qui ont Innovacom Secure Messaging on-premise. Et ben dans ce cas, c'est très simple. On installe en fait une nouvelle instance dans l'environnement HDS, s'il y a mutualisation bien sûr de différentes structures pour ces services de messagerie, et on peut rapatrier directement tous les comptes, tous les certificats, tous les domaines, etc. par une opération très simple qui se fait très rapidement. Donc le paramétrage du proxy et d'Office 365 pour qu'ils puissent communiquer entre eux, ça se fait par des connecteurs mail, etc. Et puis éventuellement, si il y avait déjà opérateur MS Santé et plusieurs structures qui avaient chacun leur domaine MS Santé, il y a la petite démarche administrative à faire auprès de l'ASIP pour recentraliser en fait ces noms de domaines MS Santé déjà existants. Voilà, l'interopérabilité, je vous en reparle pas, je vous en ai déjà parlé. Et puis, quelque chose qu'on est en train de faire, des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir, c'est la fourniture en mode SaaS d'un connecteur annuaire
MS Santé pour venir provisionner directement. On peut déjà le faire en one shot, provisionner en fait une liste d'adresses dans Exchange Online avec tous les destinataires MS Santé qui sont connus par l'annuaire national et pour les mettre à disposition des utilisateurs Office 365. Mais on est en train de travailler sur un service qui permettrait aussi de gérer la partie différentielle de cet annuaire national, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas sur l'annuaire national de l'ASIP. Voilà. Juste, est-ce que j'ai le temps de faire un petit passage dans l'interface Office? J'en ai vraiment pour 1 minute. Alors ça me paraît court. Enfin, je préférais effectivement qu'on prenne une question là. Reprend la dernière question suivante de Monsieur Collet, ou plutôt de CJP, qui très certainement doit venir de Clermont. Quelles sont les solutions de sécurisation d'une solution Secure Messaging? Oui, parce que juste avant, en fait, il y avait la question de savoir s'il y avait possibilité de mettre le proxy en cluster pour éviter que ça devienne un SPOF. Oui, tout à fait. Comme je disais, on peut dupliquer en fait les instances de Secure Messaging et nativement en fait de façon logicielle, on sait clusteriser le Enovacom Secure Messaging avec toute la synchronisation en fait de ce qu'il y a sur la partie fichier sur lesquels s'appuie Secure Messaging et le balancing en fait SMTP entre les différentes instances. Ok. Il y a une dernière question auquel on n'a pas répondu, mais qui ne concerne pas directement Sébastien. C'est la question de Monsieur Cazot concernant la partie sécurité anti-spam, antivirus notamment et de backup. C'est une très bonne question, comme je l'ai souligné, et je m'en veux de ne pas l'avoir évoqué. La partie backup Office 365 n'est pas intégrée dans Office 365. Vous avez une rétention de 30 et jusqu'à 90 jours sur les données, notamment OneDrive et SharePoint, des super corbeilles, administrateurs. Mais au-delà de ça, Office 365 n'est pas sauvegardé. Donc c'est à vous de mettre en place une solution de backup telle que Halfpoint et Vim Backup pour sécuriser cela. Et sur la partie antivirus, anti-spam, il y a déjà des solutions intégrées dans Office 365 avec des add-ons qui font partie de la suite EMS de Microsoft. Voilà.